diocèse de Bunia et Touri. Je pense que les enfants d'Israël, quand ils ont traversé les 12 tribus, chacun voulait avoir une portion. Et je pose la question au chercheur Paluku Kaonde, selon l'article 217, quand on dit que l'État congolais ou la République peut céder sa souveraineté pour avoir la paix, est-ce que ça constitue pour vous un monstre pour la décentralisation piégée ou non? Merci. Merci pour la parole. Je suis M. Guy Nafibatino, président national de la voie citoyenne. J'adresse ma question aux représentants de la Cour des comptes. Aujourd'hui, nous constatons une suprématie religieuse. Mais à vous entendre parler, la Cour des comptes a démissionné de ses fonctions parce qu'on ne vous sent pas. Est-ce que entre la Cour des comptes et l'IGF, qui est censé de faire des rapports sur les finances publiques? Merci. L'intérêt de ce colloque, c'était également celui-ci, c'est mixer ensemble. Vous avez des chercheurs, des professeurs émérites, des professeurs ordinaires, des professeurs associés et des étudiants qui sont doctorants ici. Et de plusieurs disciplines. C'est ça également l'intérêt. Parce qu'il faut promouvoir l'avenir. Donc vous avez vu nos assistants, les chercheurs qui s'expriment aux côtés des professeurs émérites. Ça, c'est très important dans le cas du colloque. Même s'il faut déplorer que nous n'avons pas eu de femmes. Donc ça, je voulais souligner cet intérêt-là. La question sur le gouverneur de province, est-ce qu'il est dans une position d'autorité sous tutelle du ministre de l'Intérieur? Je crois que la question était destinée d'abord à M. Jean. Si vous pouvez passer la tête répondre. Les séquelles laissées par le décret loi de 1998 sur l'organisation territoriale et administrative de la RDC continuent de bouillonner encore dans les esprits des autorités centrales. Parce que les velléités centralisatrices ont montré quand même leur point culminant à ce niveau-là. Sous ce décret-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement provincial n'était constitué que du gouverneur de province et des 2 vice-gouverneurs des provinces. Alors, comment ils étaient nommés? Ils étaient nommés par le président de la République sur proposition du ministre de l'Intérieur. Alors, sous ces décrets-loi, comme les provinces étaient considérées comme des simples entités administratives, et donc le ministre de l'Intérieur avait une posture d'autorité hiérarchique sur le gouverneur de province. Alors, à l'avènement de la loi du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, qui a abrogé ces décrets-lois dans toutes ses dispositions. Cette loi a supprimé cette organisation à 2 vice-gouverneurs. Donc, sous cette loi, il n'y a qu'un gouverneur. Donc, le gouvernement central, sous cette loi, est composé du gouverneur, du vice-gouverneur et des ministres provinciaux. Alors, vous allez même constater que sous la loi de juillet 2008, les vice-gouverneurs, en fait, il n'y a presque pas d'attribution. La loi parle à peine du vice-gouverneur. Donc, tous les secteurs de la vie au niveau de la province sont éclatés et répartis à travers les ministères provinciaux. Est-ce qu'il est dans une autorité, dans une position de sous-tutelle? C'est ça la question. La réponse est non. Pas d'autorité hiérarchique, pas d'autorité de tutelle. Voilà pourquoi le ministre de l'Intérieur, en fait, le gouvernement central, ça a été dit tout à l'heure, même lorsque le gouverneur agit comme coordonnateur et superviseur des services publics déconcentrés en province, le pouvoir central ne peut que sanctionner ses actes. Il ne peut pas sanctionner le gouverneur.
La seule façon pour le pouvoir central de faire sanctionner le gouverneur, même devant les cours et tribunaux, c'est de passer par l'Assemblée provinciale, qui va déférer ces derniers ou les mettre en accusation. Merci. Tout le monde est là. En fait, ce qui nous agresse, n'ont d'autre raison de nous agresser que pour des raisons économiques. On peut aujourd'hui, puisque c'est aussi une obligation constitutionnelle, quelles sont les stratégies économiques que notre État a adoptées pour gagner de manière pérenne cette guerre? On peut aujourd'hui anéantir le M23, mais il va ressurgir parce que la guerre est économique et qu'on ne l'aura pas menée sur le plan économique. Je voudrais juste donner un petit exemple. Tant que l'État congolais ne va pas lui-même exploiter le coltan, nous ferons toujours la guerre. Parce que le monde en a besoin et nous ne faisons pas l'effort de l'exploiter. Et pour exploiter le coltan, il faut l'énergie. Mais nous avons un lac qui a de l'énergie dedans. Comment se fait-il que le Rwanda a développé l'énergie à partir du gaz méthane depuis des années et nous on ne fait rien? Le chef de l'État récemment dit qu'il déplorait le fait, au cours d'un conseil de ministres, il déplorait le fait que notre cobalt ne nous sert presque à rien. Et il a dit, dans ce qu'il avait dit dans ce conseil de ministres, que nous devons pouvoir transformer nous-mêmes notre cobalt. Voilà pour dire que le droit, la démocratie économique est la chose la moins gérée dans notre pays. Merci. Et ça nous cause une guerre comme celle-ci qui n'aura de solution que par une stratégie économique qui arrêtera ces gens de venir ramasser chez nous les biens que nous n'exploitons pas. Je vous remercie. Merci. François Kinélé, je crois que le c'est vrai, mais ce n'est pas aussi ça que d'aller rentrer dans le studio d'enregistrement pour dire au chanteur, vas-y, fais ceci, fais cela. Ça, ce n'est pas à notre niveau. Notre niveau, c'est que lorsque la chanson est produite, lorsque un élément est sorti, parce que s'il n'y a pas de fait, on ne peut pas parler de droit. Il faut d'abord qu'il y ait un fait. Lorsque le fait est commis, en ce moment-là, on peut mettre le mécanisme en place. Mais il y a aussi la censure, même si aujourd'hui la commission de la censure est antidémocratique et que même dans notre réforme que l'on va soumettre à l'Assemblée nationale, on demandera à ce qu'on puisse intégrer la commission de la censure au CESAC pour nous permettre évidemment de pouvoir travailler efficacement. Donc ces chansons, comme vous dites là, il y en a qui sont interdites par nous-mêmes, nous prenons des mesures pour interdire ces chansons-là, comme on l'a fait avec Bachelor, comme on l'a fait avec beaucoup d'autres choses. Alors vous dites que Bachelor c'est après, oui, mais on ne peut pas sanctionner avant, parce qu'avant il n'y a rien, ça n'existe pas. Il faut d'abord qu'il y ait un fait, pour que si nous constatons qu'il y a un fait, après on agit. On ne peut pas agir en avant, parce que si on agit en avant, c'est de l'arbitraire. Il faut qu'il y ait une infraction, et puis nous allons le faire dans ce sens-là. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, il faut lire notre loi, parce que les gens nous donnent le pouvoir que nous n'avons pas, et les gens pensent que nous pouvons faire ce qui n'est pas de notre pouvoir. Alors, il y a aussi madame qui a posé la question de savoir à qui nous donnons la parole. Madame, la Constitution, dans son article 17, est claire sur la question. Tout le monde peut parler, tout le monde a le droit de parler, seulement en respectant la loi. Nous sommes les surveillants du respect de la loi. Par exemple, il y a 2 députés, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête, mais ils sont allés à la télévision insulter, pratiquement demander à inciter même, je veux dire, à un soulèvement. À ce moment-là, on ne laisse pas passer. Donc déjà, comme ça, on peut dire, vous êtes sanctionné de 0 à 90 jours, vous ne passez pas la télévision. Ça, nous pouvons le faire. Mais tel que vous êtes là, on ne peut pas vous interdire de parler. Mais si vous prenez votre téléphone, vous filmez en disant des choses qui ne sont pas bonnes, en ce moment-là, on peut agir. Par exemple, sur la question de l'Est, la décision qui sera prise dans peu de temps, c'est qu'il y a interdiction formelle de discuter des questions de guerre à la télévision si vous n'avez pas un expert militaire sur le plateau. Parce que nous estimons que, comme on ne peut pas vous interdire de parler de la guerre, puisqu'on est congolais, on doit en parler, mais nous vous interdisons de parler de ça de façon amateur. Il faudrait qu'il y ait des experts.
Si vous voulez faire une émission sur la guerre, invitez un expert militaire, invitez un expert en stratégie militaire, au moins on sait. Puisque la télévision, c'est une affaire des experts. La télévision n'est pas une affaire des copains comme on le voit aujourd'hui. Donc voilà un peu dans quelle mesure nous allons, qu'est-ce que nous comptons effectivement faire. Donc il y aura une réforme cette année de la loi, et cette loi va nous amener un peu plus loin, et on pourra apporter beaucoup plus de choses. Ce qui est sûr, c'est que nous allons garantir l'ordre, on va garantir la discipline, mais tout en évitant de museler. On ne muselle pas, mais nous protégeons la parole. Merci. Professeur Odiko, vous avez moi dit une minute sur les intervenants qui sont ici à la tribune. Juste une minute. Merci. Il y a quelqu'un qui a parlé de la démocratie économique. Bien sûr, la démocratie économique, c'est au fait quel est notre vouloir par rapport à l'économie. Vous-même, vous avez répondu à votre question. Et je pense que c'est même le vouloir de tout et chacun de nous. Sur le plan économique, c'est que nous ne voulons pas que les autres bénéficient de nos richesses. Nous voulons bénéficier des produits du sol et de notre sous-sol. Et qu'est faire? C'est à ce moment-là qu'il faut un cadre structuré. Parce que nous sommes dans l'incapacité de nous retrouver comme dans la voie pour recueillir l'assentiment de tout Congolais. C'est pourquoi nous avons une société civile structurée qui est le Conseil économique et social, qui regorge les différentes catégories socio-professionnelles possédant une expérience variée dans les différents domaines économiques et sociaux. Donc, je suis parfaitement d'accord avec vous que maintenant nous devons appuyer sur la dimension sociale et économique de la démocratie pour que la démocratie et le bien-être de chaque Congolais soient une réalité. Merci. Merci. Merci beaucoup. La question de cet article. C'est cet article qui permet l'agression. Je dis non. L'article 217. Qu'est-ce que dit l'article 217? Que la République démocratique du Congo peut accepter un abandon partiel de sa souveraineté pour construire l'Union africaine. Il n'y a rien de mal à cela. D'abord, cet article-là ne date pas d'aujourd'hui. Même dans nos constitutions antérieures, 67, dans d'autres, vous allez trouver cet article-là. Et plusieurs constitutions africaines contiennent la même disposition. La constitution du Bénin, par exemple. Il vous dit que le Bénin peut accepter un abandon partiel de sa souveraineté pour construire l'Union africaine. Tout ça, c'était dans la perspective de la construction de l'Union africaine. C'est ainsi, par exemple, que l'Union européenne est construite d'une certaine façon sur un abandon partiel de la souveraineté de la France. Parce qu'il y a des députés européens, il y a des institutions européennes. L'Union européenne est basée sur un abandon partiel de la souveraineté de la France, de la Belgique, de l'Italie et de tous les États membres. Mais cela n'implique pas qu'à cause de cette disposition, on vienne nous agresser. Et puis l'abandon partiel est accepté comment? C'est le peuple souverain qui s'exprime par voie de référendum. Ce n'est pas un gouvernement autoritaire qui va signer des accords de ceci ou de cela. Non. On l'a vu également avec la Grande-Bretagne. Ça ne plaisait plus au peuple britannique. Mais ils ont procédé par le Brexit. Il y a eu un référendum en Grande-Bretagne. Donc la disposition elle-même ne pose pas un problème. C'est ça que je veux dire du point de vue juridique et constitutionnel. Évidemment, sur le autre plan, avec ce qui nous est arrivé à l'Est, on croit que ce n'est pas cette disposition qui fait que le M23 nous agresse. Non, ou que le Rwanda nous agresse. Voilà donc ma précision sur cet article. Professeur Kilele, vous avez la parole avant. Vous connaissez un pays dans le monde qui a, puisque vous dites que cette disposition-là se retrouve dans d'autres,
souveraineté territoriale. Mais justement, je vous ai dit que cet abandon n'est possible que par référendum. Aucun peuple n'a jamais abandonné sa souveraineté sur le plan territorial. Aucun peuple, donc ça ne peut se faire que par référendum, et justement, un peuple n'a pas accepté ça. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire, le peuple lui-même, c'est le peuple qui doit accepter. C'est-à-dire, à un moment donné, s'il ne veut pas, il n'y aura rien. Il n'y aura ni abandon passé de souveraineté ou au plan politique ou autre. Si le peuple ne veut pas, il n'y aura rien. Et puis, sur le plan même du droit international, la souveraineté, à travers les accords, les traités internationaux, il y a toujours quelque part un abandon passé de souveraineté quand les États accèdent à une institution internationale. Donc je reviens sur cela. Cet article ne justifie pas l'agression par le Rwanda et ne justifie pas l'agression par aucun autre pays. Mais c'était tout simplement dans la perspective de construire des grands ensembles comme l'Union européenne et d'autres. Merci. Merci beaucoup. Je crois que, comme le combattant venait de souligner, il doit y avoir pas de doute. L'article 217 ne peut en aucun cas prôner une agression quelconque du Rwanda ou de l'Ouganda. L'article 217 concerne la vocation d'intégration politique et économique continentale. Le Rwanda, ceux qui sont familiers avec les droits Rwanda, ils savent qu'il y a des actes qui s'appliquent chez nous, il y a des juridictions, la Cour de cassation, il y a des actes qu'ils ne peuvent pas connaître, mais ce sont des actes qui sont connus par une juridiction qui ne se trouve pas au Congo. C'est un abandon partiel de notre souveraineté. Il faut comprendre que de cette façon. Il n'y a aucun doute, le Rwanda ne peut pas utiliser cet argument et aucun Congolais ne devrait même comprendre les choses de cette manière. Alors, un mot de conclusion avant d'évoquer un aspect sur une question qui a été posée, c'est que le contrôle fonctionnel citoyen, économique et capital. Et lorsque ces contrôles exercés, il permet un dialogue entre la population et les dirigeants. Je ne sais pas remercier au début, je l'ai fait à la fin. Parce que je voulais d'abord suivre ce qu'aura été le colloque pour vous dire merci de m'avoir invité pour partager également mes réflexions sur les recherches que je mène dans le domaine de la décentralisation. En fait, aujourd'hui, plus qu'hier, je pense que le professeur a fait comprendre à toute l'opinion que la Constitution congolaise est révisable et doit être révisée. La France, de laquelle nous tirons l'occidentalisation de notre Constitution, a révisé sa Constitution 24 fois depuis 1958. 24 fois. La dernière révision constitutionnelle date du 23 juillet 2008, où on a limité le mandat à 2. Sinon, les mandats étaient ouverts 3, 4 avant la loi du 23 juillet 2008. Ce n'est pas sous le contrôle du constitutionnel qui est ici. C'est en 2000 aussi qu'on a limité la durée du mandat, qu'on a réduit la durée du mandat de 7 à 5. Donc la France a révisé 24 fois sa constitution. Alors quand on parle de constitution, les gens ont toujours tendance à croire que c'est parce qu'on veut favoriser un président qui est en fonction. Non. La beauté de la science, c'est la contradiction. C'est que moi, je peux émettre des avis qui sont même contraires à ce que j'exerce comme fonction au sein du gouvernement. C'est ça la beauté de la science. Alors, voilà pourquoi je reprends les mots du professeur Mata quand il disait que nous sommes sur des nattes, nous dormons sur des nattes. Notre constitution est comme sur une natte.
étrangères. Et donc, comme nous dormons sur les nappes que nous n'avons pas faites, nous faisons les rêves des autres sur nos nappes. C'est ce que vous avez dit. Donc, vous avez rappelé qu'il est beau, effectivement. Nous faisons les rêves des autres. Alors, pour revenir aux questions, l'honorable Deon Koussou a dit, mais est-ce que doit-on seulement décentraliser la RDC en organisant les élections? Est-ce qu'on peut aussi faire des nominations? Oui et non. En fait, la Constitution, quand elle affirme les principes de décentralisation comme mode de gestion, comme je cherchais sur la question, je ne peux pas nier que la décentralisation est le vrai mode qui va aider ces pays. Mais la Constitution, en affirmant les modes de gestion par la décentralisation, ces dispositions disent le contraire de ce que doit être la décentralisation. C'est ça en fait mon exposé. Et c'est pourquoi on doit les réviser pour adapter les dispositions constitutionnelles à ce que la Constitution veut. Lorsque je vous ai donné le nombre d'organes que les élections locales vont créer, c'est 904 nouveaux organes locaux. Si un organe, qui est le conseil communal, le conseil des chefs, le conseil des secteurs, a seulement 10 agents, ça va nous faire 9040 agents. J'ai fait un calcul du coût de fonctionnement de ces 904 organes. Je suis à 80 496 dollars américains. Ça, c'est le coût de fonctionnement. Je n'ai pas encore évalué les coûts de la mise en place des organes, c'est-à-dire la construction des édifices, etc. Si on met le coût des édifices, on est à peu près à 500 millions. Quand vous prenez, et je réponds à la question de savoir pourquoi vous voulez réviser, c'est pour répondre à toutes ces questions. Pourquoi doit-on dépenser 80 millions aujourd'hui pour installer des organes locaux qui seront improductifs, qui vont être les lieux des incubateurs de nouveaux conflits? Parce que les conflits vont quitter les provinces pour descendre maintenant dans les organes locaux avec les phénomènes de mutandis où des personnes se réunissent et il faut tomber un bourgmestre de commune. Alors, or, ces 80 millions ici qui vont assurer le fonctionnement de ces organes locaux suffisent pour construire 2683 km de routes de recettes agricoles. Alors, le gouvernement a le choix entre dépenser cet argent pour construire 2683 km de routes et les diluer dans le fonctionnement de ces organes locaux. C'est ça, en fait, la réflexion que j'ai voulu partager avec vous. Et je vais verser mes réflexions au niveau de notre centre IDGPA pour que tout le monde se rende compte des évidences que j'ai développées tout à l'heure. Donc, il y a des niveaux où on doit organiser les élections et des niveaux où on doit nommer des autorités. Moi, j'estime, répondant à la question de pourquoi est-ce que vous dites que les communes ne doivent pas être des entités décentralisées. Prenons une ville, Matadi. C'est combien de communes? C'est 3 communes. Goma, 2 communes. Pourquoi est-ce qu'une ville comme Matadi, la ville est une entité décentralisée et les 3 communes deviennent aussi des entités décentralisées? Où est-ce que la ville comme entité décentralisée va exécuter son programme si ce n'est pas dans les communes? Alors pourquoi alors la commune doit encore être décentralisée alors que c'est l'entité d'exécution du programme du maire? Donc c'est cette redondance-là qui crée des problèmes dans la mise en œuvre de la décentralisation. Et c'est des débats comme ça que nous ouvrons pour que, en tant que scientifique, on puisse s'approprier ce genre de débat et dire, finalement, est-ce que les entités décentralisées telles qu'écrites de la Constitution ne constituent pas elles-mêmes des obstacles à la mise en œuvre de la décentralisation? Voilà pourquoi dans les propositions, moi je reviens à la réhabilitation plutôt du territoire comme entité décentralisée. Si le territoire devient une entité décentralisée, au lieu d'avoir 1000 ETD, nous aurons 145 ETD et les élections seront faciles parce que le territoire est en même temps la circonscription et du député national et du député provincial et donc sera aussi la circonscription de l'élu local. Au lieu de descendre dans les chefferies secteurs pour créer des élus locaux qui constituent des problèmes. Alors, l'article 217. L'article 217. La volonté de la
contradiction. Moi, je pense que, effectivement, cet article mérite une révision. Parce que déjà, en évoquant, on a senti les murmures. Si déjà les intellectuels murmurent, que diront ceux qui ne sont pas intellectuels? Donc, il manque à cet article un alinéa 2. Professeur. Un alinéa qui doit dire une loi doit définir les modalités de l'abandon de cette souveraineté. Comme ça, les députés ont planché sur la loi qui définit les modalités de l'abandon partiel. Sinon, si la Constitution définit comme ça généralement qu'on peut abandonner et qu'il n'y a pas une loi qui détermine les modalités d'abandon de cette souveraineté, eh bien, chacun va interpréter comme il le veut. Donc, si vous pouvez porter cette révision, rajoutez la linéa pour que le murmure cesse et dans la salle et dans la cité. Autre intervenant. On m'a posé beaucoup de questions. Les ministres de l'Intérieur n'exercent pas de tutelle sur le gouvernement des provinces. Ça, c'est clairement dit et il ne revient pas. 3. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on révise tout? C'est pour éviter l'aveuglement. Quand évoqué le professeur émérite, on doit réviser pour éviter d'être frappé par la cécité. Parce que quand j'ai développé la myopie, la presbytie et le daltonisme, les trois mis ensemble créent la cécité. Et donc on doit éviter d'avoir la cécité d'être aveuglé. Voilà pourquoi on doit réviser certaines dispositions. Enfin, la démocratie sociale et économique, je crois que si vous suivez le compte rendu du Conseil des ministres d'hier, on a adopté hier les contrats qui vont nous permettre d'exploiter le gaz méthane dans le lac Kivu pour nous permettre maintenant de produire de l'électricité. Il en est de même du coltan et de tous les minéraux. Vous avez appris qu'on a déchiré les titres que détenait l'honorable Mongatutu, qui détenait la plus grande ligne de coltan. La RDC produit 80% des réserves mondiales, pas produit 80% des réserves mondiales du coltan. Et c'était détenu par quelqu'un qui a des liens aujourd'hui avec le M23 tel que ça a été dit. Il était le président d'ailleurs national du CNDP au sein du Parlement. On a déchu les titres qu'il détenait sur la mine et la mine est libre à être octroyée à n'importe qui que le gouvernement va devoir juger. Et au niveau du ministère de l'Industrie, il y a un plan directeur d'industrialisation qui définit comment on peut aller vers la démocratie économique. Et j'ai compris en disant, au-delà de la démocratie politique, la démocratie sociale, la démocratie économique, les professeurs Mbata, avec son institut, sont en train de développer un autre type de démocratie. C'est la démocratie intellectuelle. Vous avez un mot? Oui, et le mot que je pourrais dire, les éditions d'Harmattan, c'est une école de formation, d'encouragement, d'encadrement des chercheurs, parce que nous voulons que nos questions de société soient connues au niveau international. Les gens qui pensent décider à notre place, il faut qu'ils soient influencés par nos pensées. C'est pourquoi ceux qui veulent publier, venez nous rejoindre au 185 avenue Nyangwe, dans la commune de Lingouala. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et je souhaite vivement, félicitations à l'auteur, parce qu'il a posé des questions fondamentales que j'ai dû préfacer moi-même aussi. Donc je l'encourage, je remercie et puis je remercie aussi le professeur Mbata qui l'a. Merci prof, mais ce n'est pas vous qui baptisez. Non, non. Laissez-moi souhaiter non, non. Je suis un chemin qu'on utilise comme outil. Voilà, merci. Bon, en fait, le prof Ekoto a été de toutes les batailles. C'est pendant plus de 20 ans qu'on lutte pour la démocratie, l'état de droit en Afrique. Et cet ouvrage, en fait, est tiré de sa thèse. La thèse qu'il a défendue à l'université de Kinshasa. Donc, aujourd'hui, c'était un colloque scientifique. Et ça se termine également par une activité scientifique. Je voudrais donc souhaiter longue vie à cet ouvrage, Constitutionnalisme et révision constitutionnelle sur la Constitution du 18 février 2006. Je souhaite que le constitutionnalisme se développe dans notre pays. Je souhaite également que l'auteur contribue d'une façon efficace à la promotion du constitutionnalisme dans notre pays, parce que c'est au respect
des principes du constitutionnalisme que nous devons tous aspirer et la construction d'un État puissant, un État de droit, une nation puissante et prospère en Afrique est liée au respect du constitutionnalisme dans notre pays. Donc, longue vie à l'ouvrage et plein succès. Je souhaite que cet ouvrage soit connu, il soit lu, il soit acheté par le public pour que tous ensemble nous contribuions à la promotion du constitutionnalisme en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà, le premier président de la Cour des comptes, il y avait des questions également sur la Cour des comptes et dans ce rapport avec l'IGF. Quelqu'un a estimé dans la salle que constater la suprématie de l'IGF sur la Cour des comptes. Je voulais qu'on retienne d'abord ici, sur le plan légal, la Cour des comptes est instituée par la Constitution. C'est pour cette raison que nous sommes ici d'accord. Donc la Cour des comptes est au-dessus de l'IGF. Mais il faut savoir que la Cour des comptes ne procède pas de la même manière que l'IGF. La première chose qu'il faut faire, il faut d'abord comprendre les missions de la Cour des comptes. Les différents types de contrôle qu'exerce la Cour des comptes. Avant d'exposer, j'ai parlé de deux types de contrôle. Le contrôle juridictionnel et le contrôle extra-juridictionnel. Lorsqu'on parle du contrôle juridictionnel, la Cour des comptes juge d'abord le compte comptable public, la signature des recettes et des dépenses. La Cour des comptes juge, n'est-ce pas, appure les gestions de fait, et la Cour des comptes juge les fautes de gestion. Si vous suivez l'actualité, ou si vous avez suivi l'actualité, vous avez appris certainement qu'en juridictionnel, parce qu'avant notre avènement, avant la réhabilitation de la Cour des comptes par le chef de l'État, la Cour des comptes n'existait que sur papier. Depuis notre avènement, en 2022, nous avons, comment dirais-je, fait démarrer les juridictions de la Cour des comptes, avec les poursuites des auteurs de fautes de gestion. Donc, par la Chambre des subsidiaires et financiers de la Cour des comptes. Cette chambre-là est opérationnelle, il y a des procès particulièrement. Alors, et pour le jugement des comptes de compta public, il y a un document que la Cour des comptes attend du ministre des Finances pour contextualiser le compte de gestion, parce que nous ne jugeons pas de comptabilité ordinaire, nous sommes censés juger les comptes de gestion. Et c'est le ministre des Finances qui doit contextualiser par un arrêté le format du compte de gestion. Nous attendons cela pour que nous commencions à juger le compte de comptabilité public. Alors, s'agissant du contrôle extra-juridictionnel, la Cour des comptes fait déjà plusieurs contrôles. Nous avons d'abord le contrôle budgétaire. Il y a des contrôles que seule la Cour des comptes peut faire. Le contrôle sur l'exécution de loi de finances, lorsqu'on parle de la réduction des comptes, chaque année, la Cour des comptes produit un rapport sur le projet de loi pour la réduction des comptes déposé par le gouvernement. S'agissant du budget de l'exercice 2022, la Cour des comptes avait déposé ces documents-là. Si vous le lisez, il y a, n'est-ce pas, des observations faites là-dedans et des recommandations. Et s'agissant toujours... Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nos ancêtres là-bas, et ça, l'État doit faire attention avec ça parce qu'il doit aider notre peuple. Ce droit fonctionne comme un droit groupé, tel que le droit à un niveau de vie décent, y compris le droit à la nourriture, à l'eau, à l'habillement, au logement, les droits de travailler, les droits à l'éducation, les droits à la vie, les droits à la liberté d'expression et d'organisation sont un ensemble de droits qui forment l'ensemble des droits au développement. Et le droit au développement agit comme un droit intégrateur en reliant les trois types de droits de l'homme, également appelés les trois générations. Les droits de développement combinent les droits civils et politiques, les droits socio-économiques et culturels, les droits du peuple, car plus que tout autre droit de l'homme, il est constitué des trois catégories de ces droits. Merci. Il a été au
Le dernier intervenant n'a pas fait le voyage, Jim Zonguma Naiwa, qui devait parler du bilan de la Cour constitutionnelle, du bilan d'existence de la Cour constitutionnelle de la fonction de la République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle a-t-elle rempli son rôle? Nous passons finalement au dernier intervenant, c'est le professeur Kilele Moutaliwa, qui va nous parler des promesses constitutionnelles de prospérité économique. Merci beaucoup, professeur. Je voudrais vous remercier de ce cadre que vous montrez pour venir prendre part à ces débats à l'occasion de la célébration des 18 années d'existence de notre Constitution. Eh bien, toutes les interventions de ces jours ont tourné sur un point important qui est la responsabilité des autorités. Je vais peut-être vous choquer, ma contribution va venir un tout petit peu relativiser la responsabilité des autorités et remettre en lumière la responsabilité individuelle et citoyenne. C'est ainsi que je vais vous parler de promesses constitutionnelles de prospérité économique. En mettant en place les institutions politiques et économiques de la République, en organisant la structure politique et économique qui est en place, en instituant notamment la Banque centrale du Congo, la Cour des comptes, le Conseil économique et social et la plupart des institutions, la Constitution ou les constituants n'ont pas fait confiance totalement aux animateurs de ces institutions. La Constitution de notre pays a partagé la responsabilité en attribuant la responsabilité de notre bien-être également à chaque citoyen congolais. C'est ce qui ressort de l'article 67 qu'on appelle le contrôle citoyen constitutionnel économique. Tel que vous êtes là, vous avez une obligation individuelle de contrôler l'action économique du gouvernement. Cela part notamment du programme d'action du gouvernement. Le dernier programme d'action du gouvernement 2021-2023 a pris fin, n'a pas été évalué. Le formateur a été nommé. On va sûrement élaborer un nouveau programme d'action du gouvernement. C'est bien déplorable. Souvent, on procède à des revues, mais une revue, ce n'est pas une évaluation. Ce n'est pas une évaluation qui permet effectivement de tirer des leçons des actions de gouvernance passées. Les centres financiers de Kinshasa, qui était un enjeu majeur, notamment de la campagne présidentielle, on a applaudi, mais il n'y a aucun contrôle citoyen qui est exercé. Qu'est-ce qu'on en sait? Que contient le contrat? Est-ce que vous savez que vous avez le droit de poser des questions là-dessus? Le programme PDL 145 territoire, la gratuité de l'enseignement, la couverture santé universelle, les contrats miniers et les différents projets de développement sont des questions qui ne relèvent pas uniquement de la responsabilité des gouvernants, mais la Constitution a placé la charge, notamment dans ce qu'on appelle le contrôle citoyen économique. Donc, comme je l'ai dit, ce contrôle a un fondement qui est l'article 67 de la Constitution et qui est défini effectivement comme un ensemble d'actions visant à surveiller les dépenses publiques, les finances publiques de façon générale, les contrats, les projets de développement. Alors, le contrôle citoyen économique peut être exercé individuellement ou collectivement. L'article 67 pose la condition de la nationalité. Pour exercer un contrôle économique citoyen, il faut être congolais. À ce que je sache, la nationalité congolaise est une exclusive. C'est que
Lorsqu'il y a des dirigeants qui n'ont pas la nationalité congolaise, ces dirigeants n'ont pas l'obligation de protéger notre patrimoine. Ils peuvent détourner, en tout cas la Constitution ne leur pose aucune obligation pour préserver notre patrimoine. Ils ont des obligations découlant d'autres sources juridiques, mais en tout cas pas de la Constitution. Ce contrôle peut également être exercé collectivement à travers des organisations de la société civile, à travers notamment l'ASBEL, à la condition que les membres détiennent tous la nationalité congolaise. Alors quel est le constat à ce jour, 18 ans après, du contrôle économique constitutionnel? Eh bien, on s'est rendu compte que la plupart des contrôles qui sont institués dans le cadre des projets de coopération. Une sorte de conditionnalité des bailleurs qui financent un certain nombre de projets ou interviennent dans un certain nombre de secteurs. Il est très rare, c'est quasi inexistant, de voir un Congolais poser une question sur une question de gouvernance. Eh bien, l'obstacle majeur qui s'est posé, notamment pour des Congolais qui avaient l'intention de s'informer sur la conduite de l'action économique des gouvernants, a été l'obstacle s'est posé au niveau de l'information. L'accès à l'information est un préalable pour que le citoyen et les citoyennes exercent le contrôle constitutionnel citoyen économique. Et donc, 18 ans après, il est question effectivement de se remettre en cause et de se demander s'il ne faudrait pas renforcer et faire ressortir l'obligation de publication et préciser les activités spécifiques d'obligation qui doivent notamment être produites par la population de manière générale. On a été choqués car lorsque le président a été posé la question au président de la République, combien il recevait, il a répondu qu'il ne savait pas. Effectivement, il peut arriver qu'un président de la République ne connaisse pas son salaire. Est-ce qu'il se rend à la banque pour aller vérifier combien il a reçu à la fin du mois? Il est pris en charge, c'est toute une institution de la République. Il y a l'ancien président de l'Assemblée nationale à qui la même question a été posée, combien il recevait, Mme Jaline Mokunda, elle a dit qu'elle ne savait pas. Et effectivement, ça peut arriver que quelqu'un ne sache pas combien il reçoit, parce que il y a plusieurs sources de revenus, mais il devrait être institué une obligation qui devrait notamment porter sur les services entourant ces animateurs pour rendre publiques les informations qui doivent faire l'objet de contrôle citoyen économique. Eh bien, cette obligation devrait être dans le cadre notamment des réflexions qui vont être menées ou des améliorations qui doivent être portées à la Constitution. Eh bien, il va falloir renforcer le contrôle économique citoyen. Il va falloir faire ressortir l'obligation et spécifier les activités où la publication ou la publicité d'un certain nombre d'actes doit être menée pour permettre à ce que les citoyens puissent jouer leur rôle qui est celui de contrôler. Alors les contrôles, on en a peur, surtout les contrôles citoyens, alors qu'il peut avoir pour finalité d'encourager l'autorité publique. Ces contrôles peuvent avoir pour finalité d'appuyer l'autorité publique qui est en fonction, ou il peut tout simplement permettre aux citoyens de s'informer et de savoir comment est-ce que la marche du pays est en train d'être orientée. Donc en conclusion, chère assistance, les premiers responsables du malheur congolais, du désarroi congolais, ce sont les autorités politiques congolaises actuelles et passées.